avant de passer au mode un peu plus interactif. Et donc, comme vous le savez sûrement aussi bien, même mieux que nous, le monde du hockey est en grand changement. Et donc, on a décidé de travailler sur une présentation qui permet là, de donner des informations sur des éléments plus strictement pédagogiques. On a de plus en plus de questions, de plus en plus de possibilités pour les joueurs de hockey lorsqu'ils quittent principalement la Ligue M18 3A. Donc, ça devenait essentiel de partager certaines informations, les choses qu'on a faites à l'interne au sein de l'équipe de l'Alliance Sport-Études, des informations qui sont toujours en mouvement, avec des choses qui changent de semaine en semaine. Et probablement que vous, comme agent de joueur aussi, vous avez accès à des informations qui pourraient nous aider à bonifier ce qu'on partage. Donc, nous serons aussi à l'écoute. Donc, voilà pour l'introduction. Je vais donner la parole à mes collègues, Jacinthe, Geneviève, qui vont vous présenter quelques infos, puis après, on pourra aller dans le mode de questions-réponses et suggestions pour la suite. Merci. Ben, merci Sébastien de l'introduction. Merci à vous deux d'être parmi nous. Effectivement, ben là, Sébastien a déjà un peu volé le punch de notre slide, là, mais non, c'est correct. Ben effectivement, donc il y aura, on sera trois personnes qui interviennent un peu plus dans la présentation. Là, c'est moi-même, Geneviève Saumur, je suis conseillère à la conciliation sport-études, à l'Alliance sport-études, donc je suis en lien avec le volet plus sportif, donc toutes les fédérations sportives qui collaborent avec nous et le volet universitaire, donc les universités à ce moment-là. Et je serai accompagnée de ma collègue Jacinthe, qui est notre conseillère pédagogique. C'est ça, je ne savais pas si tu allais ouvrir ton micro pour y aller. Oui, bien, il faut juste dire bonjour, on n'est pas beaucoup. Bonjour. Bonjour. Et Valérie Monette, que sûrement vous la connaissez déjà. Oui, bien, directrice du Ouais, programme ouais. scolaire à la LAGMQ, donc responsable du volet scolaire et des bourses d'études aussi à la Ligue. Merci de m'inviter aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui sont, comme Sébastien l'a un peu nommé, là, assurément discuter des différents parcours scolaires pour les joueurs de hockey du Québec une fois qu'ils arrivent au cégep, en âge d'être au cégep, puis présenter quelques services de conciliation par études. Puis s'il y a des questions, évidemment, ben, on espère pouvoir y répondre, vous donner du moins un peu plus d'informations si on n'a pas la réponse complète. Puis peut-être que vous connaissez déjà l'Alliance par études. Ça fait maintenant un petit peu plus de 40 ans que nous existons. La LAGMQ est un membre fondateur là, de notre belle organisation à ses tout débuts. Et puis ben, aujourd'hui, on est rendu un peu plus de 1800 étudiantes et étudiants athlètes membres chez nous. On a donc plusieurs joueurs de la LAGMQ et de 50 autres fédérations sportives également. Enfin, qu'on ne travaille pas juste avec les joueurs de hockey, on travaille avec plein d'autres sports aussi. On est partenaire scolaire de 52 cégeps à travers la province. Donc, je vous dirais que de manière générale, les cégeps sont pratiquement tous membres. Il en reste pas beaucoup. Et ceux où on retrouve le plus d'athlètes, je vous dirais que c'est probablement certains collèges anglophones. Par exemple, John Abbott, Dawson et les collèges Champlain. C'est les collèges qu'on entend un petit peu plus parler là, des gens qui souhaiteraient les voir se joindre à nous prochainement. Donc, ça sera assurément certains cégeps qu'on souhaiterait voir devenir membre éventuellement. Et puis peut-être que vous ne le saviez pas, mais on offre également des services à l'université. Donc, on travaille avec 11 universités au Québec et on a quelques joueurs de la LAGMQ là, qui sont dans ces universités-là. Notre mission, notre raison d'être, ben, c'est un peu de soutenir la poursuite des études et du sport le plus longtemps possible pour les athlètes du Québec. Fait qu'ils n'aient pas à faire un choix entre le sport et les études aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et évidemment, ben, leur développement global dans tout ça. Et ça, c'est la prochaine slide, c'est celle que je disais que Sébastien avait un petit peu parlé déjà, le contexte actuel qui a changé là, dans le milieu du hockey avec les règlements du NCAA qui ont changé, je vais vous dire, l'année dernière. Ben, ça a certains impacts là, assurément sur le volet scolaire de nos joueurs.
une fois au cégep, puis ont principalement le choix entre aller au cégep ou faire la 12e année, le grade 12. Puis des fois, c'est pas toujours évident de déterminer quel choix serait le plus pertinent pour chaque joueur. On est bien conscient qu'on espère que ces athlètes-là se développent au plus haut niveau sportif. Toutefois, si le côté scolaire pouvait suivre et ne pas être trop impacté, c'est vraiment les objectifs qu'on devrait avoir conjointement. Fait que nous, notre présentation, on va espérer vous donner de l'information justement sur la conciliation du hockey et des études collégiales et aborder la suite là, qui est impactée pour eux, c'est-à-dire soit le NCAA ou la suite si jamais ils ne vont pas là, dans les universités américaines. Puis ben, c'est ça. Nous, on veut aider les familles, les joueurs et également les agents. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on reçoit un petit peu plus de questions en lien avec ce volet-là, et puis que ça vienne des parents, que ça vienne des joueurs directement, des joueurs qui finalement soit n'ont pas été repêchés au NCAA puis qui veulent rester, ou justement ben, les agents, on veut s'assurer que tout le monde fasse un choix éclairé dans la poursuite de leurs études, puis ça leur permet ben, de mieux se situer là, après tout ça, là, une fois que le hockey sera décidé. En espérant que c'était vos attentes face à cette rencontre, là, ça va un petit peu s'organiser en ce sens. Oui, c'est parfait. Génial. Merci Geneviève. Donc, il n'y a pas longtemps, on a fait une rencontre avec les parents et les joueurs du M18, en fait, où est-ce qu'on leur posait la question, où est-ce que vous avez entendu parler du grade 12 et les corridors d'Arena, sans grande surprise, sont le lieu où les informations sur le grade 12 étaient le plus partagées. Donc, n'ayant pas nécessairement de sources fiables dans les corridors d'Arena, dépendamment des arénas, j'imagine, on voulait quand même apporter certaines petites nuances là, face aux informations qui circulent sur le grade 12 parce que c'est connu ou en fait c'est présenté comme si c'était un raccourci au niveau des études, mais c'est pas tout à fait le cas en fait parce que le grade 12 en réalité c'est des études qui sont dans le système ontarien, donc oui, c'est supposé d'être une année supplémentaire, mais en réalité, ça prend souvent plus qu'une année. Valérie pourra corroborer dans quelques instants. Donc, oui, c'est considéré comme un diplôme valide pour le NCAA, mais pour les universités québécoises, pour une grande majorité, ce n'est pas considéré comme un diplôme valide pour l'admission. Donc, c'est possible de rentrer. Vous avez tous entendu parler de cas que oui, telle personne est rentrée dans une université, mais ce n'est pas simple comme lorsqu'on a un DEC reconnu pour rentrer dans les universités. Il y a certaines universités même que pour rentrer dans un programme, il faut aller faire une année préparatoire. Ce ne sera pas automatique. L'année préparatoire est parfois à temps plein, obligatoire, avant même de pouvoir considérer rentrer dans son programme. Et dans les programmes contingentés comme médecine, droit, puis là, j'en oublie, physiothérapie, il faut aller souvent faire un bac avant de pouvoir même être considéré rentrer dans ce programme-là. Donc, il n'y a pas d'économie de temps à ce niveau-là non plus. Il y a souvent des tests linguistiques à faire aussi, même si on est né au Québec et qu'on a une scolarité qui a été du primaire au secondaire, qui a été faite au Québec. Si on va en compléter un grade 12 en anglais, il est possible qu'on demande des tests d'admission, toujours dans l'impact des universités québécoises. Là. Il y aura cette petite demande-là, là, probablement pour les étudiants qui iront faire une demande d'admission là. Valérie, j'ai ouvert ton micro, vas-y donc. Effectivement, je voulais juste appuyer qu'effectivement, on essaie toujours de suivre le cheminement du jeune, ses objectifs, vers où il veut aller. Donc, on regarde le cheminement du jeune, mais c'est sûr que l'aspect, ça va aller plus vite. Pour moi, ce n'est pas un aspect que je tiens en compte exactement, dépendamment, comme je disais, toujours du cheminement du jeune. Là. Mais si on calcule que le grade 12 est environ 7 cours, donc souvent, les jeunes vont le faire sur 1 an et demi. Donc là, c'est des cours de 110 heures. On parle cégep des cours de 45 à 60 heures. Par la suite, quand ils entrent à l'université, tout en étant dans la ligue, on parle de 2 cours par session. Donc, avant de faire l'équivalent d'une année préparatoire, c'est quand même encore beaucoup de sessions. Donc, quand on fait les calculs, on arrive sensiblement au même nombre de sessions, que ce soit pour l'obtention du DEC ou le grade 12 avec l'année préparatoire universitaire. Donc, quand on dit que la première année cégep est l'équivalent du grade 12, la deuxième année cégep est l'équivalent de la première année préparatoire à l'université, c'est effectivement le cas. Quand on fait le calcul session par session, on arrive sensiblement au même. Donc, c'est un peu une fausse économie de temps, si je peux dire. Merci Valérie pour les précisions.
Si on parle un peu plus du côté du DEC, ben, en fait, le DEC, c'est quand même un diplôme qui est reconnu au Québec, évidemment, dans les universités québécoises, dans les universités canadiennes aussi. C'est quand même un diplôme qui est connu, reconnu, quoique certaines universités canadiennes, ce n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme d'études collégiales pour y entrer, pour être admissible. Puis, le diplôme aussi est reconnu dans les universités américaines. Donc, s'il est possible de faire le NCA, il va être reconnu à ce moment-là. Évidemment, c'est une formation solide. C'est quand même des études post-secondaires, donc des études supérieures. C'est une excellente préparation académique. Il y a souvent accès à des emplois mieux rémunérés quand on a fait un diplôme d'études collégiales. Et dans certaines universités américaines, il est possible d'avoir des cours crédités reconnus. Donc, une fois qu'on s'inscrit puis qu'on est admis en NCAE, il est possible d'avoir ça. Il y a même une de nos répondantes par études qui a fait le parcours NCAE puis qu'elle a eu comme une année complète de reconnu une fois que son diplôme a été obtenu, là. Donc, ça va varier. Tout ce qui est NCA varie d'une université à l'autre et d'un cas à l'autre, mais c'est possible de pouvoir le faire. Fait que c'est quand même une possibilité qui peut être très intéressante là, pour les étudiants qui transféreront aux États-Unis. Et en fait, c'est ça, il y a pas d'années d'éligibilité qui vont être perdues quand on va arriver dans les années dans les universités américaines, là, si on complète le DEC, puisque dès qu'on a un diplôme qui est atteint, ça remet à zéro. Donc, le décompte. Et à ce niveau-là, Valérie, on est en discussion avec le NCA, puisqu'il y a certaines précisions à accorder par rapport aux années d'éligibilité de 5 ans qui sont là-bas versus les années ici. Est-ce que c'est au niveau de l'âge? Quand est-ce que le décompte commence sur les 5 années? Là, on est encore en pourparlers avec eux parce que même dans leur réglementation, il y a des petites contradictions des fois, là, si tu veux ajouter. Oui, ben, surtout pour le 5 ans d'éligibilité, je veux dire, on va surtout avec la règle du 21 ans, je dirais, là, pour ceux qui la connaissent, c'est que quand le jeune tombe à 21 ans, qui est toujours dans la ligue, donc qui est toujours à l'école aussi, que sa fête tombe dans une session, là, actuellement, c'est la session d'hiver, il doit s'inscrire à temps plein à l'université, puis là, c'est là que ce qu'on appelle le clock, là, débute. Et puis, comme ça lui permet de conserver ses 4 années d'éligibilité ensuite au niveau de la NCAA. Mais quand ils font les accréditations, il y a l'accréditation au niveau de l'aspect scolaire, donc des 16 crédits que les jeunes doivent aller chercher. Et puis, il y a l'accréditation aussi en même temps au niveau scolaire pour le GPA, un minimum à atteindre aussi au niveau des résultats scolaires. Et par la suite, il y a la règle aussi du 21 ans là, pour conserver les années d'éligibilité. Donc, c'est un petit peu séparé, mais c'est calculé dans le fond pour s'assurer que le jeune, en fait, est éligible à la NCA et s'assurer aussi du nombre d'années auxquelles il va être éligible une fois rentré chez eux aussi. Donc, c'est plus en ce sens-là. Nous, les discussions qu'on a en ce moment, que j'ai tout au moins avec la NCA en ce moment, c'est vraiment plus dans le calcul au niveau du cégep, peut-être que par rapport au grade 12 et au high school, c'est un peu si le jeune n'obtient pas son DEC à sa première année cégep, il peut aller chercher un crédit. S'il obtient son DEC, là, il peut aller chercher davantage de crédits, ce qui est un petit peu différent avec le high school. Donc, on essaie de peut-être leur expliquer davantage comment fonctionne le système québécois pour qu'ils puissent le comprendre davantage et être en mesure de faire les analyses de façon équitable autant avec le cégep que le high school, c'est en ce sens-là. Donc, j'espère que je n'ai pas empiété sur une autre slide. Non, c'était parfait. Ben, même C'est si bon. c'est le cas, on va compléter avec les informations C'est bon. sur le NCA de toute façon tantôt, mais c'est parfait, là. C'est ce qu'il fallait aborder de toute façon, là, les pourparlers qu'on a avec, ben, que tu as commencé avec eux, en fait, pour pouvoir mieux les renseigner sur notre système d'éducation. Je ferais peut-être une petite parenthèse quand même, parce que là, quand je parle du diplôme d'études collégiales, on parle plus souvent des joueurs de hockey de la Ligue vont aller plus souvent vers des programmes préuniversitaires. Donc, on parle normalement de ce qui se faisait typiquement en 2 ans anciennement, ce qui ne se fait pas en 2 ans pour la majorité des étudiants athlètes, mais qui ouvre les portes aux universités. Puis, il y a quand même aussi les programmes techniques qui sont encore une possibilité à faire au niveau des études collégiales. C'est sûr que pour les joueurs de hockey, comme pour tout autre étudiant athlète, il y a quand même son petit lot de défis qui vient avec être inscrit dans une technique, là, notamment au niveau du nombre de cohortes qui partent au moment où l'inscription se fait là, pour pouvoir être en mesure de suivre des cours de programme là, au bon moment dans l'horaire, mais c'est toutefois encore une possibilité. Là. Je vais quand même amener cette petite précision-là sur les diplômes.
Au cégep, en fait, ce sont des personnes qui sont là pour pouvoir mieux encadrer aussi les étudiants athlètes. Donc, ils sont souvent pas dans leur ville natale, encore moins quand ils sont avec la LHMQ, mais ça peut être la réalité aussi pour d'autres niveaux. Le cégep offre donc plusieurs ressources. Ils ont des services psychosociaux aussi au cégep, donc il va y avoir psychologues, travailleurs sociaux qui vont pouvoir aussi venir en aide là, si jamais le besoin se fait ressentir. Là. Donc, c'est pas une ressource externe qui va être là. Chacun des cégeps qui est membre de l'Alliance Sport-Études, qui maintenant, on en a aussi avec le Junior 3, on l'abordera tantôt, mais il y a une ressource de l'Alliance Sport-Études qui est là aussi, qui peut aider avec répondre aux questions, au cheminement. Le personnel enseignant qui est sur place, il est sensibilisé aussi aux réalités, encore plus s'il est membre de l'Alliance, le cégep évidemment. Donc, il est sensibilisé aux réalités des étudiants athlètes, à essayer de réajuster un peu l'encadrement ou de pouvoir justifier des absences si jamais il doit être absent pour des raisons sportives. Puis évidemment, ben, le cégep, c'est quand même un milieu assez stimulant là, pour n'importe qui y va et qui choisit de s'impliquer aussi. Là. Il y a quand même plusieurs autres étudiants de leur âge avec d'autres sphères d'intérêt que le hockey qui sont présents aussi, qui peuvent être aussi un aspect intéressant à considérer là, pour les joueurs dans leur expérience globale de vie. Le grade 12, cependant, dans le fond, la grande nuance qu'il y a à faire, c'est que majoritairement, ça va se faire à distance, les cours. Il y a possibilité de faire un grade 12 en personne, mais c'est très coûteux et ça ne se donne pas de façon répandue à travers le Québec. C'est vraiment des points de service spécifiques. Mais là, on parle vraiment d'un coût allant jusque dans les 20-25 000 là, dans ce qu'on a vu là, pour un grade 12 en personne entièrement. Donc, quand on voit ce type de formation qui est offerte à distance, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'autonomie. Il y a moins de présence qui est là. Ce sont des enseignants qui ne sont pas nécessairement disponibles au moment où le besoin est demandé à la part des étudiants. Donc, ça va arriver peut-être, on va avoir un rendez-vous le lendemain qui va répondre aux questions. Donc, l'encadrement est un peu moins là. Il y a aussi pas de ressources psychosociales qui sont disponibles pour ces étudiants-là. Donc, c'est une information aussi à prendre en considération là, quand on parle de l'ensemble des services qui sont offerts avec le grade 12. Valérie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au soutien Moi, du grade 12. Oui, ben c'est surtout quand tu parles de ça, moi je vois, tu sais, repose sur une grande autonomie, puis je veux juste qu'on s'assure de porter attention à ça quand on discute avec une famille, un jeune. Souvent, on va voir l'aspect des études à distance, comme dire, ben ça m'apporte une flexibilité, je vais pouvoir un petit peu gérer mon horaire quand je suis sur la route, ça va être plus simple. Mais ce qu'on constate dans les faits, c'est que c'est très, très, très difficile de maintenir une motivation et une discipline pour les jeunes quand on se retrouve aux études à distance. Il y en a pour qui ça fonctionne bien, puis tant mieux, là, on va les encourager là-dedans, mais je vous dirais que dans la grande majorité des cas, c'est vraiment plus difficile. La gestion n'est pas simple à ce moment-là, l'encadrement n'est pas simple, ça vient de tout le monde, ça doit venir de la famille, de l'agent, de l'équipe. Et puis, c'est vraiment pas quelque chose qui est simple. Je pense que Jacinthe le parlait. Nous, les études en présentiel, je pense qu'on a toujours valorisé cet aspect-là à la Ligue. Mais on est conscient que pour beaucoup de jeunes maintenant, ils n'ont pas le choix d'aller vers les études à distance, étant donné le calendrier, étant donné tout ce qui entoure l'aspect du jeune. Mais je vous dirais que c'est vraiment plus complexe pour des jeunes de faire des études à distance, tout type de cheminement scolaire. C'est pas simple au niveau de l'autonomie et de la motivation et de la discipline. Souvent, on voit des jeunes qui étirent un petit peu le temps là, pour arriver à compléter leur cours, puis ça devient plus difficile. Et ils me le mentionnent eux-mêmes. Donc, oui, il y a un aspect de flexibilité qui est là, qui est intéressant, mais il faut vraiment s'assurer quand on a ces discussions-là avec les familles d'apporter cet aspect-là aussi au niveau de l'autonomie et de la discipline là, du jeune. Merci, Valérie. Assurément, le côté social n'est pas à négliger au cégep, là, ça reviendra prochainement également. Mais autrement, ben, il y a assurément un volet quand même important dans cette décision-là, là, qui est les frais, les coûts. Ben, sûrement que vous le savez que le cégep est très peu coûteux, contrairement à la 12e année. Ça a été conçu exactement pour ça, des études supérieures à faible coût. Donc, on dit à peu près, c'est entre 250 et 300 $ là, par session au cégep, tandis que la 12e année, je crois que ça tourne autour de 6 500, 7 000 $ dans les moins chers qu'il y a. Puis tantôt, on en a parlé, là, évidemment, si on choisit l'option en présentiel,
qui est peu offert là, dans diverses régions. Ça peut monter jusqu'à 25 000 là. Fait que c'est quand même une bonne différence dans le portefeuille. Je sais que certains, ces frais-là seront couverts par une équipe, mais pour plein d'autres, non. Fait que c'est quand même important de le mentionner. Puis au cégep, ben, c'est évidemment admissible pour le soutien à l'aide financière, aux études avec le gouvernement. Et les parents, c'est une des questions qui est souvent, les parents sont souvent surpris d'apprendre que la 12e année ne peut pas être utilisée avec les régimes les régimes enregistrés d'épargne-études. Évidemment, le cégep peut être inclus dans ce régime, mais la 12e année, non. C'est une surprise pour la plupart des parents, là, ils apprennent souvent ça sur le tard. Et bien évidemment, comme c'est des études faites au Québec avec reconnues auprès de notre ministère, ben, il n'y a pas de demande complexe là, de traduction de documents, d'avoir une équivalence. Souvent, il y a des tests de français qui vont être demandés. On l'a fait cet automne, là, un étudiant qui voulait rentrer au cégep, mais qui a dû faire un test de français, même s'il a grandi et habité à Saint-Eustache toute sa vie. Fait que ça a été quelque chose. Donc, de façon générale, c'est un petit peu plus smooth dans la poursuite des études là, par la suite. Si on passe par le cégep, comme c'est vraiment le même au sein de le même gouvernement, là, puis pour l'ensemble des athlètes, des étudiants. On en a un petit peu parlé tantôt du volet social, là, mais c'est vraiment ça, là, être étudiant, ça s'apprend. C'est un métier comme être athlète. Il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. On peut le voir à travers nos 1800 étudiants athlètes. Ils n'ont pas du tout le même portrait pour tout le monde. Mais le cégep, c'est vraiment la préparation pour aller à l'université. Le diplôme pré-universitaire le dit dans son titre. Ça développe beaucoup l'autonomie, la gestion du temps, fait que gérer différents cours qui ont des remises de travaux à différents moments, en même temps qu'un calendrier sportif important, ça demande toute qu'une gymnastique. Et de façon générale, nos athlètes nous le disent là, que les premières sessions, c'est ceux qui ont un peu dû apprendre à jongler les différents calendriers. Moi, je le dis à tous les parents, donc je vous invite à le faire. Des fois, ça enlève une bûche dans le stress des athlètes. Le cégep, ça sert à se tromper, découvrir, explorer ses intérêts. Le portrait que j'ai, c'est on a des athlètes parfois vont faire sciences de la nature, tête baissée, là, ils vont clencher ça en 2 ans en diminuant leur équilibre de vie pour finalement ben, avoir une rencontre avec moi sur leur transition cégep universitaire et me dire, ben, en fait, je sais que j'haïs la chimie, mais je ne sais pas du tout ce que j'aime. Fait que moi, c'est là que je leur dis, ben, tu sais, tu aurais pu prendre plus ton temps puis essayer de changer de programme, essayer d'autres cours qui t'intéressaient potentiellement. Fait que, tu sais, moi, je trouve que le cégep, c'est parfait pour justement découvrir ce qu'on désire faire plus tard. Évidemment, les jeunes apprennent à concilier également la vie sociale. Ils auront à aller à se présenter à leurs enseignants, essayer de trouver une collaboration avec d'autres étudiants qui ne sont probablement pas athlètes. Contrairement à plusieurs jeunes qui arrivent des programmes sport-études ou qui étaient avec plein d'autres joueurs de hockey au secondaire, qui n'ont pas vraiment eu à chercher des coéquipiers puis à présenter leur autre carrière. Fait que nous, notre humble opinion, c'est qu'on pense que vraiment le cégep permet quand même le développement le social et la maturité là, pour se préparer à l'université et au monde professionnel par la suite. Dans la prochaine slide, on va discuter de quelque chose que vous connaissez sûrement déjà très bien et qui est assurément plus votre tasse de thé que la mienne, moi n'ayant jamais été une athlète de hockey. Mais donc, une fois que les joueurs terminent le secondaire 5, ils se retrouvent devant 3 options pour jouer au hockey au Québec. Je n'irai pas dans les autres options, dans les autres pays ou autres provinces. Donc, ils ont évidemment le choix d'aller jouer pour une équipe à RSEQ. Dans notre présentation qu'on a fait avec le M18-3, il y en avait déjà qui avaient passé par là. Dans le M17-3, il y en a qui ont déjà signé avec une équipe en genre de plan B. Fait à ce moment-là, ben, l'équipe de hockey est directement affiliée avec le cégep. Elles sont intégrées en tant qu'étudiants. Ils auront un nombre de cours obligatoires à réussir pour continuer à accéder à l'aréna, aux entraînements, mais surtout aux compétitions. L'horaire des matchs et des entraînements se fait normalement à l'extérieur des heures de classe. Donc, l'ensemble des athlètes du RSEQ sont étudiants, donc il faudrait bien qu'ils soient étudiants et qu'ils réussissent leur cours pour maintenir leur place. Alors, ils n'ont pas le choix d'un peu ajuster ça. Entre autres, à partir du mois de décembre, il n'y a plus de match RSEQ qui est donné pour qu'il n'y ait aucun athlète
tout sport confondu, qu'il n'y ait aucun athlète qui soit en train de faire une compétition durant les examens de fin de session. Fait qu'il y a beaucoup moins de conciliation sport-études à faire dans cette catégorie. Et puis, c'est pas admissible à l'Alliance par études, comme ce n'est pas c'est le circuit scolaire et non le circuit civil. Eux sont déjà là, un peu encadrés avec certains services de soutien au sein de l'équipe, de l'école. Ensuite, ben, vous l'avez su, là, au cours de la dernière année, la Ligue de hockey junior 3A du Québec s'est joint en tant que partenaire avec l'Alliance par études. L'ensemble des équipes junior 3A y ont une personne conseillère pédagogique de différents niveaux. Il y en a qui sont là depuis un moment, il y en a qui sont assez récemment impliqués. On est en lien avec eux également là, pour les accompagner dans le soutien qu'ils offrent aux joueurs. Et je vous dirais que dans tous les sports confondus, c'est vraiment le sport qui a le plus de nuances dans les joueurs qui ont dans leurs équipes. Il y en a qui sont au secondaire, il y en a au cégep, il y en a à l'université, il y en a sur le marché du travail, il y en a dans les DEP. Fait que c'est vraiment variable à ce moment-là. On voit qu'il y a une certaine flexibilité là, dans ces équipes-là sur la possibilité des divers chemins qui sont possibles. Il y en a quelques-uns en 12e année, mais très peu. C'est une poignée de joueurs qui font le Grade 12 dans les équipes junior 3. Et bien, comme je l'ai mentionné, effectivement, sont admissibles à l'Alliance par études et admissibles dans tous les cégeps ou universités membres également. Et on aura des personnes ressources là, dans tous ces établissements. Et vous le savez, ben, la LHJMQ, je l'ai dit au début, ça fait 40 ans qu'ils sont avec nous et sont également affiliés avec un cégep directement. Ils ont également toute une personne conseillère pédagogique au sein de chaque équipe. Et il y a la politique scolaire là, qui, évidemment, permet le soutien nécessaire pour la poursuite des études dans la province de résidence permanente. Et puis, assurément, ils sont admissibles à l'Alliance par études. Valérie, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à mes informations? C'est vraiment ça. Au niveau de la Ligue, oui, effectivement, on a conseiller pédagogique. Je pense qu'aussi pour les jeunes qui vont au cégep, tu en as parlé, mais il y a quand même des répondances par études aussi dans chaque cégep qui permettent l'inscription des joueurs, favoriser aussi l'horaire. Des fois, on a l'impression que ça va être dur de concilier l'horaire du hockey avec l'horaire de l'école. Ces gens-là sont là, sont présents pour aider les jeunes à ce niveau-là, remettre des examens à un autre moment aussi, reprendre la matière des fois, donc prendre des ententes avec des enseignants, c'est possible. Donc, quand on a parlé, je crois, plus tôt là, dans les diapositives de flexibilité, c'est sûr qu'ils sont là. Et puis, nous, on a aussi des jeunes dans toutes sortes de parcours scolaires. On a des jeunes qui viennent de l'Europe, de l'Ontario, des États-Unis, du Québec, donc d'un peu partout. Là, on traite davantage aujourd'hui au niveau cégep et au niveau québécois. Mais effectivement, on a des jeunes dans toutes sortes de cheminements scolaires différents et puis on s'assure de les accompagner là-dedans. Heureusement, ben merci. Bravo à vous. Nous, tu vois, c'est juste au Québec. Fait qu'on on a la portion facile. Fait que pour la suite, fait que ça, c'est vraiment une fois qu'ils sont au cégep, c'est les options, évidemment, ou à l'université là, pour la LHJMQ. Une fois qu'ils ont fini leur passage au junior majeur ou au cégep, ben, il leur reste d'autres options là, pour la suite, à moins qu'ils aient joué, évidemment, professionnel. Fait que les prochaines étapes, ben, ils pourront jouer au hockey universitaire, là, le RSEQ à l'université ou le U-Sport. Fait qu'il y a 3 équipes D1 au Québec que vous connaissez également. Là, je vous apprends rien à ce moment-là, j'en suis certaine. Concordia, McGill et l'UQTR. Ben, les DEC, comme Jacinthe l'a mentionné précédemment, sont admissibles à l'université facilement, là, comme la population générale des étudiants. La 12e année, c'est là que c'est limité et plus complexe. Et j'ajouterais sur ce que mes collègues ont dit précédemment. L'année dernière, on a commencé à les voir entrer là, les cas d'exception. Puis cet automne, c'est là qu'on les gérait un peu, là, des joueurs qui ont, par exemple, choisi la 12e année en espérant pouvoir aller jouer NCAA et que finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Et là, décident de rester au Québec, mais veulent aller jouer à l'université. On avait un athlète qui jouait à l'UQTR, puis qu'il avait accepté de faire l'année préparatoire à l'UQTR, mais lui, en fait, son père travaillait sur les chantiers de construction, fait qu'il voulait faire une formation pour aller travailler pour son père, puis c'était en santé et sécurité là, sur les milieux de travail, qui se donne uniquement à Sherbrooke. Le certificat est offert uniquement à Sherbrooke. Et là, de transférer son année préparatoire de l'UQTR pour qu'il puisse être admis à Sherbrooke, ils n'ont jamais voulu. Fait que je voudrais juste comme taper sur le clou que les transferts de cours entre universités, c'est vraiment complexe. Il faut passer par la BCI, les universités,
ils ont vraiment une autonomie d'admission totale. Donc, ça se peut que telle université l'accepte, mais que l'autre université ne l'accepte pas. Donc, ce jeune-là, on n'a pas réussi à le faire rentrer dans son certificat et il fallait probablement qu'il refasse l'année préparatoire, même s'il venait de le faire à l'UQTR, à l'Université de Sherbrooke. Fait que c'est vraiment des petits casse-têtes qu'on vit actuellement, puis c'est là qu'on voulait un peu vous sensibiliser. Là, je ne nommerai pas tous les cas d'exemple, cas de figure qu'on a vécu, mais ça, c'est un qui était quand même resté, là, puisque lui, il était en train de faire l'année préparatoire, puis malgré ça, d'une année préparatoire à l'autre, ce n'était pas reconnu, donc ça n'a pas fonctionné. Puis on se doute que lui, il voulait... Oui? Je peux juste me permettre, on le vit aussi Oui. au niveau de la Ligue pour nos jeunes qui, par exemple, vont faire 12e année, qui vont entrer à l'université pendant qu'ils sont dans la Ligue. C'est quelque chose que je mentionne aux conseillers pédagogiques, je le mentionne aux familles, mais je souhaite le mentionner peut-être aux agents aussi. C'est important quand on fait des cours universitaires. Effectivement, il est très difficile de faire reconnaître les cours universitaires dans une autre université. Donc, les jeunes, pendant qu'ils sont dans la Ligue, doivent poursuivre l'école. Donc, ils entrent justement à l'université, font des cours, mais je leur mentionne que ça ne veut pas dire que ces cours-là seront reconnus pour la suite de leur parcours. C'est vraiment très difficile. Donc, ça, ils doivent en tenir compte et être conscients de ça. Donc, je voulais juste le mentionner en même temps. Ben oui, merci, 100%. Ils doivent être conscients de ça, ils doivent être un peu à leur affaire aussi parce que j'ai beau les soutenir et toi aussi, ça reste que c'est lui, là, le joueur, qui avait un appel visioconférence avec le département qui devait expliquer sa situation. Là, donc, assurément, il faut qu'ils soient au courant. Donc, si jamais ils ne vont pas jouer à l'université au Québec, ils quittent et ils vont dans les circuits américains, dont le NCAA. On l'a un peu mentionné tantôt, là, l'objectif, idéalement, c'est qu'ils aient complété un deck avant de partir, ce qui les rend admissibles. Puis, Jacinthe l'a mentionné tantôt, peut même aussi avoir des cours là, qui seront crédités dans leur parcours universitaire. C'est là qu'on dit de garder tous les plans de cours pour les jeunes, ou en tout cas, du moins, essayer de les revoir si jamais ils ont perdu, parce que c'est sous l'analyse du plan de cours qu'ils vont pouvoir se faire créditer des cours. Évidemment, sont éligibles pour l'entièreté. Un deck amorcé, là, c'est là que ça devient un petit peu plus variable. Je laisserai la parole à Valérie sur ce point-là tantôt. Mais si tous les core courses sont faits, le nombre de crédits accumulés, ça peut être jusqu'à 1 crédit à la première année de cégep. Bon, voilà. Ensuite, la 12e année, là, sont admissibles si tous les core courses sont faits et tout ça. J'aimerais quand même attirer votre attention sur l'encadré rose, où le centre d'éligibilité du NCAA fait son travail, c'est-à-dire de créer les dossiers étudiants, cumuler tous les documents, qui s'assurent que c'est dans la langue originale, dans la traduction, que tout est fait. Fait qu'eux montent le dossier des athlètes, tout sport confondu. Là, ils s'occupent de tout ça pour tous les sports en athlétisme, en natation, peu importe. Et ensuite, l'université, elle va consulter les dossiers des étudiants au centre d'éligibilité. Fait que le Eligibility Center va avoir créé ce qui lui a été demandé. Toutefois, eux aussi, les universités américaines, ils ont une autonomie d'admission. Fait que si l'université, elle veut absolument avoir cet athlète-là, moi, je donne toujours l'exemple de Michael Phelps dans le temps qui était un nageur universitaire. Pas mal sûr que s'il y avait juste une 9e année, il l'aurait quand même pris à l'université parce qu'il voulait vraiment, cet athlète-là, avec multiples médailles olympiques. Fait que c'est là que la question des waivers, où est-ce qu'ils vont dire, bon, au centre d'éligibilité, l'athlète va s'être fait dire, il te manque X, Y, Z, mais ça se peut très bien que l'université dise, nous autres, on va mettre un waiver pour le X, le Y et le Z, puis on va quand même t'accepter. Fait que nous, à l'interne et avec Valérie, on peut donner des grandes lignes aux athlètes, les consignes qu'on s'est fait recommander, les informations qu'on sait que des athlètes, ça a fonctionné pour eux puis qui ont été acceptés dans leur université américaine. Toutefois, c'est toujours l'université qui décide que le mot final de si ça marche ou ça ne marche pas, même si l'athlète a répondu à tous les critères qu'on pensait qui étaient nécessaires. Valérie? Oui, c'est ça. Je peux même ajouter, nous, habituellement, en tout cas, moi, pour les joueurs, je vais donner effectivement les consignes de base qui m'ont été dictées par le NCAA Eligibility Center parce que c'est là-dessus qu'on peut se baser seulement. C'est sûr que oui, comme Geneviève le mentionne, il y a beaucoup de waivers qui se font. Surtout probablement chez des joueurs justement qui veulent s'assurer d'aller chercher, mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, je donne les informations de base en ce sens-là. Puis, il faut comprendre aussi qu'il y a les critères du Eligibility Center, mais par la suite, chacune des universités a ses critères et il y a des regroupements d'universités, par exemple la Ivy League, le Big Ten. Donc, ils ont leurs critères aussi. Donc, ça devient assez complexe.
Donc, moi, je dis quand un jeune est approché par une université, toujours d'aller vérifier avec ce qu'on appelle le Compliance Office pour s'assurer justement de ce qu'il doit faire, qu'il respecte les critères. C'est vraiment différent d'un à l'autre. Et puis oui, je sais qu'effectivement, des fois, pour obtenir certains joueurs, il y a des waivers qui sont demandés, mais c'est tellement différent d'une université à l'autre, d'un joueur à l'autre. Donc, il faut faire attention. Nous, on donne les informations de base, mais c'est sûr que par la suite, il y a une discussion qui a à y avoir là, entre l'athlète et puis l'université là, qui l'approche et puis qui veut l'avoir au sein de son université, de son équipe de hockey aussi. Oui, assurément. Puis la même chose, Valérie, pour les tests ACT, là, les Oui. tests d'entrée universitaire, il y en a plein maintenant qui ne le demandent plus, mais il y en a certaines d'autres qui le demandent. Fait que ça aussi, il faut quand même s'informer parce que faut le savoir d'avance pour bien se préparer, mais aussi pour prendre un rendez-vous pour faire l'examen. Fait que ça, je pense que c'est une information qui est à valider là, si l'athlète aspire à aller au NCAA. Oui, c'est surtout pour les SAT, le règlement avait changé au niveau de la NCAA. Donc, pour les étudiants internationaux, c'était plus nécessaire d'avoir ces tests-là. Par contre, la Ivy League les demande encore. Donc, si un jeune se dirige vers l'université de la Ivy League, il aura à faire ce test-là. Donc, oui, il y a un aspect de préparation. C'est des tests qui concernent davantage les mathématiques et les sciences aussi. Donc, le jeune devra se préparer à ça, dépendamment aussi. Moi, je dis toujours qu'est-ce qu'il a fait dans son parcours scolaire depuis même le secondaire, justement, secondaire 3, 4, 5, là, au niveau des mathématiques, des sciences et par la suite aussi, parce que c'est vraiment des tests qui sont basés là, à ce niveau-là. Et ces tests-là peuvent être faits à plusieurs reprises. Si l'aspect mathématique, par exemple, d'un test a un score X et que l'aspect science a un score Y, il peut refaire le test. Et si, par exemple, il y a une moins bonne note en mathématiques, meilleure en sciences, ils vont retenir le meilleur score de chaque partie du test à ce moment-là pour le jeune. C'est sûr qu'en ayant un meilleur score, ben là, il peut aller chercher davantage de bourses. Ça lui ouvre les portes de plus d'universités aussi. Parfait. Merci. Petite parenthèse, on revient donc au cégep puisque le 1er mars arrive très rapidement. Donc, si vous êtes en contact, en fait, c'est dimanche, ça arrive déjà. Donc, si vous êtes en contact avec les familles des joueurs, avec les joueurs qui n'ont pas encore fait de demande au cégep, il y a comme un petit contexte démographique en ce moment qui, jusqu'en 2030, fait que beaucoup de cégeps dans la grande région de Montréal, Québec, on élargit, là, qui vont déborder. Donc, avant, on avait toujours la possibilité de trouver une demande d'admission en début de session là, à l'automne pour rentrer. Cette année, on a même eu des confirmations sur un gros cégep de la Rive-Sud que ce ne sera pas possible cette session-ci à l'automne. Donc, c'est important que ces étudiants-là réservent leur place et fassent une demande dans un cégep. Idéalement, au premier tour. Le premier tour se termine au 1er mars. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le petit rappel là, si vous avez des joueurs qui sont indécis encore à ce niveau-là. Le grade 12, le cégep à distance, ce sont des options qui ne nécessitent pas de faire des demandes à l'avance, qui peuvent être faites à la dernière minute. Mais le cégep, il faut absolument faire une demande. Il y a des programmes et il y a des cégeps qui fermeront certains programmes au premier tour puisqu'ils seront presque complets. Donc, c'est important de demander de faire ces vérifications-là si les demandes ont été faites ou pas. Il y a toujours, c'est ce qu'on présente. Oui, excuse-moi, Sébastien. Oui, je m'excuse de t'interrompre. Peut-être que les personnes sur l'appel sont au courant, mais c'est aussi l'endroit où la demande doit être faite. Ce n'est pas le cégep de l'équipe LHJMQ, étant donné que là, c'est plus facilitant. Là, une fois le joueur confirmé dans une équipe LHJMQ, il y a un transfert qui est facilitant. Mais la demande doit être faite dans le cégep où ils se retrouveraient si jamais ils ne font pas l'équipe LHJMQ. Donc, pour ceux qui sont dans ces différents camps d'entraînement à l'automne, là, c'est mieux de réserver sa place dans le cégep où ils vont aller jouer si jamais ils jouent pour le RSEQ ou pour une équipe junior 3A. Donc Merci voilà pour pour la la précision. précision. Merci, Jacinthe. Excellent point. Merci. Donc, il y a quand même les sites qui sont disponibles là, pour pouvoir le faire là, parce que c'est les services régionaux d'admission qui gèrent les demandes d'admission et non les cégeps eux-mêmes.
Il y a quand même, en faisant partie d'un cégep qui fait partie de l'Alliance Sport-Études, il y a quand même des services intéressants là, pour ceux qui iront au cégep. Là. Notamment, on a parlé tantôt, on l'a mentionné plusieurs fois, il y a quelqu'un dans chacun des cégeps membres qui s'occupe des dossiers d'étudiants athlètes qui sont avec l'Alliance Sport-Études. Donc, ça fait un contact quand même avec quelqu'un qui est sur place aussi. Les cours à distance, on en a parlé tantôt avec Cégep à distance. Il y a aussi Cégep virtuel qui est un de nos partenaires que les joueurs peuvent suivre des cours. Donc, il y a possibilité aussi de faire comme un mix là, de suivre des cours en personne et d'avoir quelques cours à distance aussi pour pouvoir avoir un bon équilibre avec le contact humain puis tout ce qu'on parlait tantôt au niveau du soutien puis de la motivation. Les enseignants qu'on a parlé tantôt aussi. Il y a des cours adaptés en éducation physique qui ne seront pas crédités. Donc, ce n'est pas une obligation de la part des cégeps membres de l'Alliance de créditer les cours d'éducation physique puisque ce sont des cours obligatoires à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales. Par contre, il y a des adaptations possibles selon les cégeps où les étudiants athlètes iront. Les absences, on en a parlé tantôt aussi. Si jamais il y a des camps d'entraînement, des compétitions à l'extérieur, ça sera justifié au niveau du cégep. Et il y a des cours spécialement conçus pour les étudiants athlètes aussi, dont un qui est l'après-carrière de l'athlète. Donc, s'il est incertain au niveau de ce qu'il veut faire, il peut faire une démarche d'orientation et que ça compte comme un cours pour l'obtention de son diplôme d'études collégiales. Donc, c'est une belle opportunité. Puis, il y a aussi le programme de bourse de l'Alliance par études. En fait, tous les membres de l'Alliance sont éligibles aux bourses. Donc, on en remet quand même quelques-unes par année. Ça peut être une belle tape sur l'épaule pour les joueurs. Jacinthe, Oui, je peux me permettre juste de dire aussi qu'on a une offre aussi de cours hybrides via le Cégep de Chicoutimi, c'est vrai, qui merci. est offert aussi à nos joueurs et aux autres étudiants athlètes également. Donc, ils peuvent Tout à être fait. intéressants. Par exemple, à la session d'hiver, en ce moment, les jeunes qui sont inscrits dans les cours hybrides avec le Cégep de Chicoutimi termineront leur cours avant le début des séries éliminatoires. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ces jeunes-là. C'est en formule accélérée. Ça Quand on parle de... va l'une de mes questions, Valérie. Oui. Je vais la poser pareil tantôt, mais je vais me servir de Chicoutimi pour poser ma question. C'est bon. Je vais la poser tantôt. Parfait. Et en fait, la formule hybride, juste pour compléter, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est qu'il y a comme une portion enseignée à distance, mais une portion autonome qui avance par eux-mêmes, là, en fait, leur cours. Là. Donc, c'est ce qu'on parle de hybride. Là. Il n'y a pas de réelle présence en personne dans un cégep, là. C'est tout à distance, mais c'est comme, dans le fond, ça avance à 2 vitesses dans ce cours. S'ils veulent faire partie de l'Alliance par études, bien, pour ceux qui seront dans la LHGMQ, ça se fait différemment un peu parce que c'est la LHGMQ qui défraie les coûts et automatiquement, s'ils sont dans un cégep et dans l'Alliance par études et dans la LHGMQ, normalement, on complète un formulaire là, au moment de leur adhésion. Mais pour ceux et celles qui n'iront pas de celles, il n'y a pas de filles encore dans la LHGMQ, qui n'iront pas dans la LHGMQ, bien, il faut compléter un formulaire de demande d'admission à l'Alliance en plus de celui du cégep. Donc, c'est 2 formulaires complètement distincts. La date limite, on a mis le 1er mars, mais en fait, c'est surtout pour avoir, pour la session d'automne, c'est surtout pour avoir le frais réduit là, parce que l'ouverture de dossier, le frais va changer là, dès le 2 mars. Donc, mais ça sera possible quand même de faire une demande d'admission à l'Alliance par études si jamais ce délai est dépassé. Et c'est sur notre site, évidemment. Il y a des frais, parlons-en vite, là, les frais, dans le fond, l'ouverture de dossier jusqu'au 1er mars, c'est 40 $. Ensuite, pour les admissions tardives, donc dès le 2 mars, c'est 80 $ jusqu'au début de la session, en fait. Il y a des frais administratifs qui sont reliés à faire partie de l'Alliance par études. Encore une fois, quand ils sont avec la LHGMQ et sont pris en charge par la Ligue, pour tout autre joueur, c'est eux qui doivent le défrayer. Donc, c'est 58 $ par session. Pour le junior 3A, il y a un ajout de 70 $ par session puisqu'ils sont considérés comme des espoirs au niveau de la fédération. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit ajout à ce niveau-là, au niveau des frais. Puis, ça couvre pas mal les frais à ce niveau-là. Donc, on a mis une slide en résumé là, concernant le diplôme là, et l'accès au NCAA. On est reparti avec la présentation qu'on avait faite aux parrains, aux joueurs du M18 là, pour s'assurer d'être clair. Donc, le diplôme collégial, ben, il permet d'être admissible autant aux universités américaines qu'aux universités québécoises et canadiennes, évidemment. Dans certains cas, d'avoir des cours crédités dans leur parcours américain et ben, de conserver toutes les années d'éligibilité. Puis la première année de cégep complétée ben, permet d'aller chercher jusqu'à 1 crédit en fonction de son année NCA. Donc, assurément, je ne sais pas, les joueurs avec lesquels vous travaillez, ça doit être assez variable leur niveau d'études actuel. C'est sûr qu'on le sait que le secondaire 4 et secondaire 5 ont quand même des impacts majeurs
dans les unités là, qui auront besoin pour aller au NCAA. Je ne sais pas si c'est toujours possible pour eux de faire les maths fortes, chimie physique et tout le tralala, mais c'est souvent dans ces cas-là là, que ça devient un petit peu plus problématique là, si les choix qui ont été faits au secondaire, non, ils n'ont pas toutes les unités nécessaires. Là. C'est là que l'obtention du deck complet est assurément une excellente idée. Valérie, je t'aurais proposé de peut-être Oui. appuyer. Ben, c'est effectivement ça, dans le fond. Je pense que le but, c'est d'aller chercher le deck pour aller chercher un maximum à ce moment-là de crédit en vue de la NCAA, là, pour un jeune qui voudrait poursuivre dans la NCAA. Donc, oui, à ce moment-là, ben, s'il obtient son deck, ils sont en mesure d'aller chercher des crédits dans première, deuxième et même troisième année cégep. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher les crédits nécessaires. Mais s'il n'obtient pas son deck, à ce moment-là, ils peuvent aller chercher un crédit dans la première année cégep. La première année, on ne parle pas en termes de cours, mais première année. Là. Donc, vraiment, première année qu'il va étudier, par exemple, s'il fait 8 cours dans son année, c'est dans ces 8 cours-là qu'il pourra aller chercher un crédit. Absolument. Et puis, ben, ça fait pas mal le tour de nos informations là, plus précisément. Là, moi, je vous invitais à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous ne le faites pas déjà ou inviter vos athlètes à le faire. Maria va être contente. Là. Nous, on a une belle équipe de communication, puis notre contenu, on le trouve assez pertinent pour nos étudiants athlètes, mais même parfois les parents et tous ceux qui encadrent nos athlètes, dont certains conseils sur la conciliation sport-études et la réussite académique, dont plusieurs rappels sur les dates limites, dont les dates limites d'abandon des cours sans mention d'échec, les dates limites pour soumettre une demande de bourse à l'Alliance par études. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre et vous aurez aussi ça dans votre feed, là, ces messages importants. Et on essaie en ce moment d'avoir pour le mois de mars là, un joueur du Junior 3 qui va faire un Instagram takeover, donc prendre possession de notre compte Instagram et nous amener avec lui dans sa journée, ce qui serait une première, là, vu qu'ils ont adhéré récemment. Puis on a mis assurément nos coordonnées que je pense que vous avez moyen de nous joindre là, vu qu'on vous a écrit récemment, mais on les remettait à l'écran là, si vous avez des questions plus précisément sur un cas spécifique que vous ne voulez pas peut-être discuter avec tout le monde. Sinon, ça serait la période de questions. S'il y en a, là, on serait disponible pour échanger. Merci, merci beaucoup, mesdames. On était dans les détails très spécifiques par rapport au volet pédagogique. C'est peut-être moins votre réalité au quotidien. On espère que ça vous a donné des informations supplémentaires et complémentaires. Et donc, même moi, j'ai appris des choses. Donc, merci Geneviève, Jacinthe, Valérie. Et donc, comme je l'ai